Bonjour, je suis mexicaine et je m'appelle Valentina. Récemment, mon école a organisé une excursion de San Luis Potosí à la ville de Guanajuato. Nous avons pris un bus affrété, nous étions environ 25 étudiants, 2 professeurs et le chauffeur. Nous sommes partis vers 8 heures de San Luis et la nuit commençait à tomber alors que nous continuions sur la route. La plupart d'entre nous étaient encore éveillés, discutant avec animation, tandis que d'autres regardaient des vidéos ou jouaient. L'ambiance était décontractée, mais les heures passèrent vite et, vers 1 heure du matin, de nombreux camarades commencèrent à s'endormir. Même les professeurs, bercés par la fatigue. Seuls quelques amis et moi restions éveillés, échangeant des idées et regardant par la fenêtre. Alors que le bus continuait sur la route, le chauffeur a pris un itinéraire dans la montagne et j'en ai profité pour admirer le peu que l'on voyait du paysage autour de nous. C'était une vue impressionnante de la montagne éclairée par la faible lumière du bus. Mais soudain, le véhicule a fait une forte embardée. J'ai entendu un craquement et j'ai senti comme si un pneu avait éclaté. L'impact était si brutal que nous avons tous pensé que quelque chose n'allait pas. On a entendu le bruit d'une explosion étouffée, mais à notre surprise, peu se sont réveillés. Seulement les professeurs et 1 ou 2 élèves. La majorité continuait à dormir, inconscients de ce qui se passait. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu que le chauffeur et les professeurs vérifiaient le pneu arrière. Ils essayaient de manipuler la roue, probablement pour tenter de la retirer. J'essayais encore de comprendre ce qui s'était passé quand l'un de mes amis, avec l'expression de quelqu'un qui a vu quelque chose d'inhabituel, s'est exclamé « Venez voir, qu'est-ce que c'est entre les arbres ?» Il pointait dehors et sa voix portait un mélange de surprise et d'appréhension. Curieux, nous avons couru à la fenêtre et à notre grande surprise, quelque chose qui semblait complètement impossible s'est révélé devant nos yeux. Dans l'obscurité de la montagne, entre les arbres, nous avons vu plusieurs petits-enfants, âgés de 6 ans tout au plus, se tenant par la main, tournant et jouant comme s'ils étaient dans un moment de pure joie. Je suis resté figé quelques secondes, essayant de comprendre ce qui se passait, tandis que mes amis étaient tout aussi stupéfaits. Nous n'avons pas pu compter avec précision le nombre d'enfants, mais ils semblaient être entre 5 et 7. Le plus étrange était que, malgré le fait qu'ils étaient des enfants, quelque chose n'allait pas, comme si leur présence n'était pas naturelle. Immédiatement, j'ai su que ce n'étaient pas des enfants ordinaires. Quelque chose dans mon intuition me disait que ces entités n'appartenaient plus à ce monde. La peur nous a envahis et rapidement l'un de mes amis a commencé à réveiller les autres élèves. Tout le monde était maintenant réveillé, regardant et filmant par la fenêtre. C'était incroyable. Tout le monde pouvait voir les enfants et la réaction était mitigée. Certains étaient visiblement terrifiés, d'autres, plus sceptiques, observaient avec curiosité. Et il y en avait même qui riaient nerveusement face à ce qui semblait être une apparition. Une camarade, en panique, a frappé à la fenêtre pour appeler les professeurs qui étaient toujours de l'autre côté du bus, travaillant sur le pneu. D'une voix tremblante, elle leur a demandé de monter rapidement. L'un des professeurs est monté de notre côté pour demander ce qui se passait. Il a été surpris par la situation et en voyant les enfants, il a été aussi choqué que nous. Sans perdre de temps, il nous a alertés « Ne sortez pas du bus, restez ici. Je reviens tout de suite. » Il est sorti en courant, probablement pour informer le chauffeur et l'autre professeur de la situation, afin de s'assurer que tout le monde parte rapidement de là. Avec le bruit de nos pas et du bus, les enfants, ou quoi qu'ils soient, ont arrêté de jouer. Leurs yeux étaient complètement blancs, brillant de manière sinistre, ce qui rendait la scène encore plus macabre. Ils nous regardaient directement, dans une posture si inquiétante, qu'elle faisait battre nos cœurs plus vite. C'est alors qu'une camarade, déjà en panique, a crié que les enfants s'approchèrent du bus. Nous avons tous commencé à frapper à la fenêtre pour alerter les professeurs et le chauffeur de monter rapidement. Mais il semblait qu'ils ne nous entendaient pas. Alors, l'un des élèves a pris le risque d'aller à l'arrière du bus, regardant pour voir ce qui se passait. Quand il a vu que les créatures s'approchaient de plus en plus, il a couru en criant vers le chauffeur et les professeurs, les suppliant de se dépêcher. La tension était palpable.
Tout le monde était effrayé, mais sans savoir quoi faire. Enfin, les portes du bus ont été fermées à la hâte et le chauffeur a démarré le moteur. La peur planait encore dans l'air, car nous savions que ces entités n'avaient pas d'intention amicale. Ce qu'elles étaient, d'où elles venaient, cela nous hantait tout le temps. Peut-être, à un moment du passé, ces enfants avaient-ils perdu la vie de manière tragique et maintenant, ils étaient piégés dans cet endroit, perturbant d'une manière ou d'une autre la paix de ceux qui osaient passer par là la nuit. 2 amis et moi, encore terrifiés, sommes allés à l'avant pour parler de ce qui s'était passé, essayant de comprendre l'expérience. Le chauffeur, apparemment habitué à ce genre d'histoire, a commenté que ces enfants étaient probablement les âmes perdues d'un tragique accident survenu il y a des années. Il a expliqué que, sur ce tronçon de la montagne, un bus scolaire avait eu un accident fatal dans les années 90 et plusieurs enfants étaient morts à cet endroit. Le chauffeur nous a également raconté qu'au fil des ans, plusieurs personnes avaient signalé des problèmes avec leur véhicule sur la même route. Des pneus crevés, des moteurs qui s'éteignaient soudainement et, à certaines occasions, des apparitions de ces enfants au milieu de la forêt jouant comme s'ils étaient encore en vie. Le chauffeur, auparavant sceptique sur ces histoires, a admis qu'après ce qui s'était passé cette nuit-là, il ne savait plus quoi penser. Il a également mentionné que dans un cas récent, un couple avait disparu là-bas et leur voiture avait été retrouvée arrêtée sur la route, mais les personnes n'ont jamais été retrouvées. C'était comme si une force invisible les avait attirés vers cet endroit. Heureusement, nous avons réussi à partir avant que quelque chose de pire n'arrive, mais l'impact de cette expérience est resté avec nous. Même maintenant, en repensant à cette nuit, nous nous demandons si les âmes de ces enfants étaient piégées dans cet endroit, cherchant encore quelque chose, ou si elles erraient simplement, privées de paix. Quelque chose n'allait pas sur cette route, et nous savions que nous avions été témoins de quelque chose au-delà de notre compréhension. Au retour, nous avons pris un autre chemin, mais l'ambiance de tension planait toujours sur nous. Quand nous avons regardé les vidéos que nous avions filmées, nous avons remarqué quelque chose d'étrange. Rien de ce que nous avions vu dans les arbres n'apparaissait sur les images. Cela n'a fait qu'intensifier la sensation que ce n'était pas quelque chose de ce monde. Ce fut une expérience terrifiante que personne n'oubliera jamais. Il ne serait pas exact de dire que tout a commencé avec un simple rêve. En réalité, les racines de cette histoire semblent plonger profondément dans le passé. Si vous doutez, permettez-moi de clarifier qu'il existe une croyance largement répandue selon laquelle, si nous ne croyons pas, les phénomènes ne nous affectent pas. Cependant, je vous demande d'attendre, s'il vous plaît. Écoutez attentivement mon récit. Depuis ma naissance, ma famille et moi vivons dans un appartement particulier. Mes 2 sœurs ont une différence d'âge de 3 ans entre elles, mais moi, étant beaucoup plus jeune, avec une différence de 12 ans, j'ai toujours été la surprise de la famille. Cela signifiait que ma sœur Clara devait partager la chambre avec moi, tandis que Livia, l'aînée, jouissait d'un espace privé. La chambre de Livia était un oasis de tranquillité, car pour y accéder, il fallait suivre un itinéraire peu conventionnel. Traverser le salon, passer par la petite salle à manger, suivre la cuisine, et ensuite ouvrir une porte qui menait à un couloir menant finalement à ce refuge isolé. L'inconvénient était l'absence de salle de bain complète, ce qui obligeait Livia à affronter le froid tous les matins pour utiliser la salle de bain partagée par nous tous. Je suppose qu'elle ne s'en souciait pas tant qu'elle gardait son autonomie et sa tranquillité. Lorsque Livia a décidé de déménager pour vivre avec 2 amis, Clara et moi aurions enfin nos propres chambres. Le choix de la chambre revenait à Clara, et elle a opté pour rester dans celle que nous partagions déjà. Ainsi, j'ai déménagé dans la chambre isolée, celle qui semblait auparavant être le refuge exclusif de Livia. J'espérais que le nouvel espace serait synonyme de sérénité et de silence, mais j'étais complètement à côté de la plaque. Toutes les nuits, alors que j'essayais de m'endormir, j'entendais des bruits inexplicables qui semblaient provenir de l'appartement du dessous.
C'étaient des sons légers, comme si quelqu'un tapait doucement au plafond, dans une tentative de me réveiller. Je me souviens précisément avoir envoyé un message à Livia à ce moment-là, lui demandant si elle avait aussi un admirateur secret dans l'appartement du dessous. Livia, avec sa beauté éblouissante et une personnalité qui attirait toujours une série de prétendants, certains même dangereusement obsessifs, pourrait très bien être la cible de cette attention indésirable. L'idée que quelqu'un puisse être obsédé par elle et n'avoir pas remarqué son déménagement était plausible. Au fil des minutes, les bruits s'estompaient, ou peut-être je m'endormais simplement, et les sons s'entremêlaient à mes rêves. Une de ces nuits, j'ai rêvé d'une femme souriante, se cachant sous le lit, émergeant à plusieurs reprises pour m'observer. J'étais allongé et incapable de bouger, de me réveiller, d'ouvrir ou de fermer les yeux. La vision se répétait sans cesse, comme si elle était gravée dans mon esprit. Ce n'est qu'à 6 heures du matin, en sueur et tourmenté, que la sonnerie du téléphone portable m'a sauvé de ce cauchemar infernal. Le message était de Livia, qui ne savait absolument pas de quoi je parlais, affirmant n'avoir jamais entendu quelque chose de semblable. Je me sentais extrêmement affaibli, comme si le rêve avait drainé mes énergies toute la nuit. Je pouvais à peine me lever. Mes jambes étaient chancelantes. Lorsque j'ai raconté ce qui s'était passé pendant le petit déjeuner, ma famille a ri, présumant qu'il s'agissait d'une peur enfantine de dormir si loin des autres. Je n'ai pas trouvé les mots pour leur faire comprendre, pour les convaincre de la réalité de cette situation. Ma mère et Clara sont parties pour leurs activités, étant les premières à quitter la maison le matin. Je suis resté en silence avec mon père, qui s'est gentiment proposé de m'emmener à l'école, mais je n'avais aucune envie de sortir. En quête de réconfort, je me suis dirigé vers mon ancienne chambre et me suis allongé sur le lit de Clara, où j'ai finalement réussi à me reposer. Je me suis réveillé des heures plus tard, en me sentant beaucoup plus revigoré, comme si j'avais eu un véritable sommeil réparateur. Cependant, le bruit est revenu, distant mais discernable, venant de la cuisine, plus précisément du sol. Qui pouvait bien être en dessous, me suis-je demandé. En m'approchant prudemment, il était évident que le son provenait de la chambre, comme si ce qui se trouvait dans l'appartement du dessous se déplaçait partout, essayant de m'attirer à nouveau dans cet espace maudit. Je suis resté à la porte, sentant une force m'inciter à l'ouvrir, à regarder, mais une voix intérieure, un murmure presque criant, m'a averti de m'éloigner, que j'étais en danger. Toujours affaibli, comme si j'étais au plus fort d'une grippe sévère, j'ai quitté l'appartement et utilisé une application de transport pour me rendre chez mon oncle Henrique et son petit ami, Marcos, des personnes en qui j'ai une confiance totale. Sans entrer dans les détails sur la raison, j'ai simplement demandé s'ils me permettraient de rester avec eux quelques jours. Ils ont accepté immédiatement, et je me suis alors abandonné à un sommeil profond une fois de plus. Mon oncle a spéculé que je pourrais faire face à une déception amoureuse. Mais ce soir-là, pendant le dîner, j'ai eu l'occasion d'expliquer la situation. Marcos, avec une main sur l'épaule de mon oncle, a demandé le silence pendant que je racontais mes expériences. Nous ne savions pas s'il pouvait vraiment y avoir quelqu'un frappant dans l'appartement du dessous. Peut-être était-ce quelque chose de plus subtil et sinistre. Marcos, avec sa sensibilité au spirituel, a affirmé qu'il m'accompagnerait chez moi quand je déciderais de revenir, souhaitant entendre ce son par lui-même. Et, étrangement, je continuais à entendre le bruit, même en étant chez eux. En vérité, je ne sais pas comment l'exprimer. Le son était audible, bien que étouffé, à 4 kilomètres de distance, comme s'il était projeté directement de là-bas. C'est pourquoi j'ai finalement abandonné l'idée de comprendre seul. 2 jours plus tard, un dimanche matin, j'ai demandé à Marcos de me ramener à la maison. En arrivant, nous avons trouvé l'appartement vide. Tout le monde était sorti sans me prévenir. En entrant et en entendant à nouveau le son, que cette fois Marcos a également entendu, j'ai ressenti un mélange de soulagement de ne pas devenir folle et de bêtise pour m'être effrayée sans nécessité. J'ai pensé que peut-être tout le monde avait raison et que ce n'était que mes nerfs, ébranlés par la solitude de la chambre. Cependant, l'expression de Marcos ne révélait pas de soulagement, mais de perplexité.
Nous sommes arrivés dans ma chambre et il y avait une présence palpable de quelque chose sous le lit. Lorsque Marcos s'est approché, il s'est agenouillé, a soulevé le matelas et a inspecté ce qui s'y trouvait. « Fernanda, s'il te plaît, appelle ton oncle et demande-lui d'amener la spécialiste ici, c'est important, » a-t-il mentionné. Je n'ai pas pu voir ce qui l'avait tant perturbé et je suis sorti dans la salle à manger pour passer l'appel. Marcos a demandé la permission de préparer du café et pendant que nous attendions, nous avons consommé la boisson dans un silence chargé de tension, jusqu'à ce que Marcos reçoive un appel de mon oncle l'informant que l'ami ne pourrait pas venir. Marcos a supplié pour que je retourne avec eux, mais j'ai refusé, affirmant que je devais rester à la maison, que je ne pouvais pas m'éloigner à cause d'un son inexplicable. Il a hésité à révéler plus de détails, mais a dit que j'avais toutes les raisons d'avoir peur, qu'il n'était pas prudent que je reste, mais que, si je voulais vraiment rester, je devais dormir dans mon ancienne chambre. J'ai promis que je le ferais. J'ai eu de la chance que mes parents et Clara soient revenus peu de temps après. Avec timidité, j'ai demandé à Clara si je pouvais me reposer avec elle cette nuit-là. Elle a argumenté sur le manque d'espace dans un lit simple, mais quand j'ai expliqué ma peur et mon inconfort avec l'isolement de la nouvelle chambre, elle a consenti. Elle a dit qu'elle déménagerait là-bas cette nuit-là et que je ne devais pas m'inquiéter. La seule recommandation que j'ai faite était que, peu importe ce qu'elle entendait, elle ne regardait pas sous le lit. Cette nuit-là, je suis allé me coucher extrêmement agité, mais la fatigue a pris le dessus et je suis tombé dans un sommeil profond. Le lendemain matin, Clara a rapporté que rien ne s'était passé pendant la nuit. Elle n'avait rien entendu, avait dormi tranquillement comme si rien ne se passait. Elle a même mentionné que si je continuais à avoir peur, elle pourrait s'installer définitivement dans la chambre isolée. Mais quelque chose en moi résistait à cette idée. Cette voix intérieure continuait à m'avertir que quelque chose n'allait pas, que nous étions plongés dans quelque chose de sinistre. Le mardi de cette semaine-là, je suis sorti de l'école anxieuse de rencontrer mon oncle et l'ami spécialiste. J'espérais une dame expérimentée, mais à ma grande surprise, c'était une jeune femme seulement quelques années plus âgée que moi, couverte de tatouages et avec des cheveux d'un rouge intense qui attiraient l'attention. La tranquillité qui émanait de son regard, je m'en souviendrai toujours. Mon oncle m'a guidé vers un centre commercial à proximité, tandis qu'elle et Marcos restaient à la maison. J'ai demandé le nom de la jeune femme, mais ils ont dit qu'il valait mieux ne pas savoir. Après un certain temps, nous sommes revenus et ils nous attendaient déjà à l'extérieur, avec une expression mêlant détermination et préoccupation. Ensuite, nous avons conduit loin de la ville, où la fille a finalement indiqué que c'était suffisant pour nous arrêter. Nous avions déjà laissé derrière nous le paysage urbain. Il y avait des arbres et des plantations de maïs des deux côtés de la route. Nous sommes descendus du véhicule pour qu'ils m'expliquent un peu ce qu'ils avaient découvert. Dans un sac plastique noir se trouvait ce qui avait été placé sous mon lit, quelque chose enterré dans le sol de la chambre, qu'ils avaient dû extraire et dont la réparation du sol avait été faite discrètement. Il semble que le sort était pour éloigner une femme d'un homme marié, et ce qui avait été utilisé était quelque chose de puissant, presque maléfique. Nous avons débattu de qui aurait pu être la cible. Considérer les anciens locataires était une énigme. Était-il possible que cela ait été là, en attente, pendant 20 ans ou plus, jusqu'à ce que quelqu'un de sensible comme moi occupe la chambre? Peu importe si vous croyez en la sorcellerie croira en vous, a déclaré la jeune femme, avec une gravité qui a résonné en moi. Vos sœurs ne ressentent rien, comme vous pouvez le voir par le fait qu'elles sont en paix, mais vous pouvez entendre depuis le premier jour. Nous avons amené l'entité qui était dans votre maison et nous allons l'éloigner. Alors ne vous inquiétez pas. Cependant, il serait prudent que vous continuiez à prier. Priez abondamment toutes les nuits, quelle que soit la forme de Dieu en qui vous croyez. Ne doutez pas, il est toujours là pour nous protéger tant que nous nous permettons d'être sous son manteau. La jeune femme est restée au milieu de la route et s'est dirigée vers la ligne d'arbres. Marcos nous a conseillé de la laisser accomplir son rituel, nous assurant qu'elle serait en sécurité, et ainsi
Nous sommes retournés tous les trois à la maison. Depuis lors, je n'ai plus entendu ce son. Maintenant, je dors toutes les nuits dans cette même chambre, mais bien sûr, je maintiens un soin rigoureux à ne rien laisser sous mon lit. Je n'ai plus jamais regardé cet endroit, craignant de revivre les sensations de cette époque. Je souhaite partager cette expérience de manière anonyme. L'incident que j'ai vécu avec mon père sur une route isolée dans le nord-ouest du Mexique était si perturbant qu'il me hante encore lorsque je pense aux détails. Nous étions en voyage nocturne pour aller chercher mon petit frère et ses amis, qui revenaient d'une aventure et arriveraient à l'aéroport local à l'aube, précisément à 7 heures du matin. Nous sommes partis tard, vers 2 heures du matin, mais le repos que j'avais pris toute la journée me rendait apte à affronter la longue nuit au volant. Avec la bénédiction maternelle, nous nous sommes engagés sur la route qui s'étendait, déserte, devant nous. Avec un trafic si rare que sur de longs tronçons, nous étions complètement seuls, à l'exception de rares camions et bus qui croisaient notre chemin. Le voyage se déroulait en silence, à l'exception du programme de radio que nous écoutions, axé sur des histoires de crimes réels, ce qui, d'une certaine manière, contribuait à maintenir notre esprit en alerte. Cependant, la sérénité a été violemment brisée par le cri soudain de mon père, m'ordonnant d'arrêter la voiture. La réaction initiale fut de confusion, mais instinctivement, j'ai actionné les freins, cherchant à éviter un freinage qui pourrait nous causer des dommages. C'est alors qu'une vision terrifiante et surréaliste s'est déroulée devant moi. Des membres et des têtes d'animaux, probablement des vaches, étaient éparpillés sur une grande partie de la route. L'asphalte était devenu une toile d'horreur, avec des restes si grotesques que je préfère vous épargner la description détaillée. La scène était choquante et pour moi complètement inédite, provoquant une sensation de répulsion qui m'a laissé abasourdi. Mon père, également stupéfait, partageait le malaise. Mon esprit s'est précipité pour formuler une explication logique. J'ai pensé à un accident, mais l'analyse de mon père, fondée sur son expérience médicale, a réfuté cette possibilité. « Ce n'est pas un accident de la route », a-t-il affirmé. « Les extrémités ont été arrachées, les têtes séparées avec une brutalité qui ne correspond pas à un sinistre accidentel. » Alors que je réfléchissais à ces paroles, un frisson m'a envahi, et je me suis demandé quel type de créature pouvait avoir perpétré une telle horreur. Un animal, certainement, mais de quelle espèce ? Dans cette région, il n'y avait pas de bêtes capables de tels actes, seulement de petits mammifères et des insectes. Le mystère était angoissant. En cherchant une route alternative pour éviter les restes d'animaux qui bloquaient la route, un mouvement latéral a attiré mon attention. En tournant la tête vers la droite, une vague de terreur m'a envahi. Là, à moitié cachée par la végétation luxuriante, se trouvait une créature d'apparence inclassable et morbide. Son corps squelettique était soutenu par des jambes et des bras excessivement longs. Et je n'ai pas pu discerner si ces caractéristiques étaient humaines, animales, ou une fusion inexplicable des deux. La posture était reptilienne, courbée, et ses yeux émettaient une lueur intense, fixée sur nous, comme si elle nous évaluait. La peur m'a paralysé, mais mon père, la voix tremblante de panique, m'a crié d'accélérer. Je suis sorti de mon état de choc et j'ai obéi, ignorant les restes mortels sous les roues de la voiture et accélérant avec une urgence que seule l'adrénaline de la peur peut provoquer. Après cette expérience, j'ai interrogé mon père sur la nature de la créature. « Qu'est-ce que c'était que ce diable ?» Ma voix tremblait alors que je posais la question. « Oui, je l'ai vu aussi », a-t-il confirmé, avec la certitude que cette aberration était responsable de la scène macabre. « Nous aurions pu avoir le même sort si nous n'étions pas partis à temps », a-t-il ajouté, exprimant son inquiétude pour d'autres voyageurs qui pourraient ne pas avoir la même chance. Lorsque le soleil s'est enfin levé à l'horizon, nous sommes arrivés à l'aéroport. Mon frère et ses amis étaient impatients de partager leurs expériences, inconscients de notre cauchemar nocturne. Nous avons décidé de garder le silence pour ne pas paraître fous et ne pas jeter une ombre sur leur joie. La lumière du jour semblait diluer un peu la peur, mais pas au point de nous faire oublier.
Sur le chemin du retour, en passant par le lieu de l'étrange et terrible événement, nous avons remarqué 2 voitures de police. Le nettoyage de la route avait déjà été effectué, mais le sang tachait encore le sol. Un sombre rappel de ce qui s'était passé. En avançant un peu plus, nous avons observé un véhicule garé de manière suspecte au bord de la forêt. Mon père m'a demandé de m'arrêter et en s'adressant à l'un des policiers, nous sommes restés à distance, observant avec appréhension. L'agent a révélé qu'ils enquêtaient sur la disparition du propriétaire de la voiture. À l'intérieur du véhicule, les effets personnels, comme le téléphone portable et le portefeuille, étaient intacts, mais il n'y avait aucune trace du jeune homme. Mon père est retourné à notre voiture avec un regard chargé d'inquiétude et une multitude de pensées non exprimées. Nous comprenions maintenant la gravité de la situation. Quelque chose de sinistre habitait cette route, quelque chose qui avait peut-être déjà fait plus d'une victime. Nous nous sommes demandé si nous aurions dû alerter les autres du danger, mais la réalité pratique et la crainte d'être discrédité nous ont fait taire. Le jeune homme disparu n'a jamais été retrouvé, et l'affaire a fait la une des journaux, mobilisant la communauté à la recherche de réponses qui ne sont jamais venues. Mon père et moi avons gardé notre secret, craignant que la révélation de notre vision ne fasse qu'apporter du discrédit ou augmenter l'angoisse de la famille du disparu. Je me demande encore si nous avons bien fait de garder le silence. J'espère que ce récit, partagé maintenant, servira au moins d'avertissement pour que d'autres voyageurs ne sous-estiment pas les signes de danger qu'une route déserte peut cacher. Merci d'avoir écouté mon histoire. Il y a quelques années, précisément il y a 4 ans, je me suis souvenu d'une expérience singulière avec ma petite amie de l'époque, Rosanna, à Manaus. Nous étions 2 esprits inquiets, Rosanna et moi, toujours à planifier des activités et des escapades, des plus simples aux aventures soigneusement orchestrées. Un jour, un samedi sans engagement, l'idée d'un pique-nique improvisé dans la forêt est apparue comme un souffle de spontanéité. Nous avons emporté des snacks et une boisson gazeuse, en direction d'un coin que je connaissais grâce à un ami, un endroit isolé, avec des maisons éparses suffisamment éloignées pour garantir notre intimité, mais toujours assez proches pour assurer une sensation de sécurité et prévenir les délits. Rosanna, toujours réceptive à mes suggestions aventureuses, a accepté avec enthousiasme. Vers 15 heures, nous étions là, entrant dans notre refuge vert. Jusqu'alors, je ne connaissais aucune histoire sinistre sur l'endroit. Tout était en paix. Ainsi, l'arrivée soudaine d'un vieil homme qui s'est présenté comme Antonio pour nous saluer n'a pas suscité de peur immédiate. « Bonjour, jeunes gens. Rien d'imprudent, j'espère, » dit-il, avec un regard mêlant amabilité et une pointe de méfiance. « Rien de tout cela, monsieur. Nous profitons simplement de la nature, » ai-je répondu, bien que sa présence apporte un frisson subtil. Il nous a révélé que l'endroit était connu pour abriter des réunions de jeunes moins innocentes, et que cette partie de la forêt était évitée car elle n'avait pas de sentier et était une impasse. Avec ces mots, il nous a dit au revoir, laissant dans l'air un mystère qui serait bientôt éclipsé par un autre, plus palpable et effrayant. Allongé sur la couverture, le ciel au-dessus et la végétation autour étaient des témoins silencieux de notre décontraction jusqu'à ce qu'une sensation de présage paranormal m'assaille. Je savais que des moments comme celui-ci précédaient l'inexplicable, et mon désir de me tromper était intense. C'est alors qu'un visage est apparu derrière un arbre de diamètre modeste. La peau rosée, comme brûlée par le soleil impitoyable, était inconfondible. Rosanna, percevant ma tension, s'est levée, et ensemble nous avons fixé notre regard sur cette vision étrange. « Qu'est-ce que c'est » murmura Rosanna, la voix tremblante trahissant la peur qui commençait à s'emparer de nous. « Je ne sais pas, mais garde ton téléphone prêt » fut tout ce que je pus dire. En nous déplaçant, la créature s'est à nouveau cachée, et moi, poussé par l'adrénaline, j'ai décidé d'enquêter. En m'approchant de l'arbre, j'ai constaté avec étonnement qu'il n'y avait personne derrière. Je suis retourné vers Rosanna, qui a confirmé n'avoir vu aucune fuite.
Nous avons alors décidé qu'il était temps de partir. Le chemin du retour était ardu, sans sentier. Et nous avons couru sans cesse, moi essayant de garder mon calme pour ne pas terrifier davantage Rosanna. Nous sommes arrivés aux maisons voisines, épuisés et soulagés d'avoir laissé derrière nous l'environnement chargé de mystère. Assis, reprenant notre souffle, la peur authentique dans les yeux l'un de l'autre était indéniable. La confusion et l'incrédulité nous envahissaient, tandis que nous réfléchissions à ce que nous aurions pu voir. J'ai toujours été attiré par les histoires d'entités de la forêt, bien que sceptique quant à leur existence. Les traditions locales, riches en mythes sur des sphères de feu et des bougies mystérieuses, n'ont jamais mentionné quelque chose comme ce visage esquivant qui nous regardait en silence. Si vous appréciez une narration riche en détails et en mystères, veuillez aimer et vous abonner pour suivre plus d'histoires. Nous continuons, toujours immergés dans l'atmosphère de mystère que cet après-midi ensoleillé nous a réservé. Je viens partager une expérience de nature surnaturelle qui a profondément marqué ma femme Lucia et moi. Ma femme, qui est passionnée par les histoires d'horreur, a insisté pour que nous rendions notre expérience publique, dans l'espoir de trouver un sens ou une connexion à ce que nous avons vécu. Tout s'est passé il y a 15 ans, lors d'un voyage en voiture que nous avons fait en direction d'Angra dos Reis pour les festivités de fin d'année. Nous étions impatients de passer Noël et le Nouvel An avec sa famille, qui réside dans cette belle ville côtière. Le voyage a commencé très bien. Nous apprécions les paysages, notre camaraderie et les encas délicieux que nous avions achetés en chemin. Entre musique et conversation, le jour a cédé la place à la nuit, et Lucia a fini par s'endormir. Il était bien après minuit, et pendant qu'elle dormait, je m'efforçais de rester alerte, alternant entre des chansons à la radio et des gorgées de café très forts, pour combattre la fatigue que le long trajet imposait. C'est alors que, sans aucun présage, j'ai aperçu une silhouette au loin sur le bord de la route. Au début, elle ressemblait à un adulte, mais à mesure que nous nous approchions, la figure s'est révélée être un enfant. Un garçon qui ne devait pas avoir plus de 7 ans. Il était petit et portait un ensemble bleu délavé, faisant signe timidement avec ses petites mains, comme s'il implorait de l'aide. Sans hésiter, j'ai réveillé Lucia, qui, encore endormie, s'est frotté les yeux et a vu le garçon. « Arrête la voiture », a-t-elle dit, inquiète de voir cet enfant seul et exposé au froid de la nuit. En arrêtant le véhicule, Lucia, avec tendresse, a demandé s'il était seul et où étaient ses parents. Cependant, le garçon est resté silencieux, nous regardant simplement avec un regard mélancolique, comme s'il désirait quelque chose de plus profond. À ce moment-là, un cri venant de derrière nous a fait frissonner. « Ne le touchez pas, ne lui parlez pas !» Nous nous sommes retournés et avons vu un vieil homme s'approcher lentement. Le vieil homme au volant semblait angoissé, et lorsqu'il s'est approché, il a confirmé l'urgence dans sa voix. Sous le choc de la soudaine disparition du garçon, Lucia est sortie de la voiture, déterminée à découvrir ce qui s'était passé. Je l'ai suivi, bien qu'avec appréhension, tandis que le vieil homme s'approchait. Ce garçon, il a déjà vécu, mais maintenant il n'est qu'un souvenir. Vous ne devez pas essayer de communiquer avec lui, a dit l'homme, avec une gravité qui ne laissait pas de place au doute. Lucia, sceptique et encore un peu amusée, pensait que le vieil homme délirait. Cependant, il a insisté, me demandant de l'accompagner à pied. Nous avons suivi le vieil homme le long d'un sentier étroit entre les arbres jusqu'à atteindre un petit cimetière isolé. Là se trouvait une pierre tombale avec le nom du garçon, sa date de naissance et la cause de sa mort prématurée, ainsi qu'une statue d'ange en céramique qui ornait le mémorial du garçon. Ici, il a perdu la vie dans un accident et ses proches ont fait cette pierre tombale pour lui, a expliqué le vieil homme. Lucia, maintenant à mes côtés, lisait les mots gravés sur la pierre avec incrédulité et respect lorsque quelque chose de perturbant s'est produit. L'ange en céramique a commencé à pleurer des larmes d'un liquide noir et visqueux qui coulait sur ses délicats traits, nous laissant frissonnants et stupéfaits face à cette manifestation inexplicable. Le vieil homme nous a alors dit «
Vous devez partir maintenant. Si vous restez, le garçon pourrait vous suivre jusqu'à chez vous et vous ne pourrez pas vous en débarrasser. Ne sachant comment réagir face à une telle étrangeté, nous avons remercié le vieil homme qui nous a salués et est retourné à son tracteur, tandis que nous, encore bouleversés, nous sommes réfugiés dans la voiture et sommes partis. Pendant le reste du voyage, nous avons discuté à voix basse, essayant de comprendre ce que nous avions vu, une histoire qui défiait la logique et la foi, un mystère que nous n'avons toujours pas réussi à élucider complètement. Depuis ce jour fatidique, suivant le conseil de la mère de Lucia, elle allume toujours une bougie dans l'église que nous fréquentons, priant pour la paix de l'âme de cet enfant et demandant qu'il trouve le repos éternel qui lui a été refusé. La bougie est un petit mais sincère hommage, une tentative d'offrir du réconfort à l'esprit tourmenté que nous avons rencontré cette nuit sombre.